Comment je suis arrivé à rencontrer des femmes auteurs de violences sexuelles? En 1989, j'ai commencé à œuvrer comme psychologue clinicien au SMPR de Rennes. Il faut savoir que les SMPR sont nés en 1986, donc c'était au début. Et en 1994, il y a eu la refonte du système sanitaire dans le milieu carcéral, et le SMPR est intervenu à la maison, au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, qui est un centre de pénitentiaire, un centre de détention longue peine et une petite maison d'arrêt. Et c'est dans ce cadre-là, à partir de 1994, que j'ai rencontré des femmes auteurs de violences sexuelles, alors que je n'avais pas du tout lu des choses dessus, alors que sur les auteurs hommes, oui, j'avais lu des choses, j'en avais rencontré. Chez les femmes, je ne m'attendais pas à voir ce type d'infraction incarcérée donc en France. Quand je suis rentré, il y avait à peu près entre 5 et 10% de femmes de la population incarcérée à Rennes qui étaient là pour infraction à caractère sexuel. Quand je suis sorti, il y avait 25%. Sachant que être incarcéré et condamné pour infraction à caractère sexuel ne veut pas dire que l'on soit l'auteur au sens qu'on ait commis l'acte. On peut être complice, on peut être négligente, etc. La plupart du temps, elles étaient condamnées pour complicité, donc dans un cadre de conjugalité, avec des exactions sur leurs propres enfants ou sur des enfants de familles reconstituées. Et puis en parlant, en travaillant cliniquement avec elles et thérapeutiquement avec elles, beaucoup sont venus à dire qu'elles avaient participé, qu'elles pouvaient être à l'initiative de des pratiques sexuelles. Je dis pratiques sexuelles parce qu'elles ne le concevaient pas forcément comme un viol. Elles le concevaient peut-être certaines fois comme une éducation ou un mode de vie, ce que Matthews, dont je reparlerai tout à l'heure, appelle les teacher lovers. Encore que les teacher lovers, c'est souvent une femme qui amène dans son lit ou avoir un rapport sexuel avec un jeune homme ou une jeune femme, mais qui est pubère. Alors que la plupart des victimes des femmes auteurs de violences sexuelles, comme pour les hommes, sont des enfants prépubères. C'est ce qui définit la pédophilie pour les hommes. On parle très peu de la pédophilie pour les femmes. Je crois que le terme est employé par Franca Cortoni quand même. Et puis elle a été employée par une journaliste qui a fait un livre qui s'appelait L'ultime tabou, sur cette question-là. Mais c'est intéressant de voir que ce sont souvent des enfants. Et statistiquement, quand avec le docteur Descat, on a travaillé sur la population de Rennes, c'était surtout des filles. Les choses ont changé. J'ai pu voir ensuite des viols homosexuels de femmes sur femmes, voire des viols commis par 2 femmes sur un homme dans des circonstances de vengeance, avec le viol de façon sadique et punitive, c'est-à-dire enfoncer le manche d'un balai dans l'anus, mais pas dans le cadre de jeux pervers, mais dans le cadre d'une punition, même si au début, l'homme pensait que c'était un jeu pervers. Voilà, enfin des tas de configurations hors la clinique, je n'aurais pas imaginé. Donc voilà comment je suis rentré dans ce champ-là, et j'ai travaillé au centre pénitentiaire des femmes de 1994 à 2005, année où j'ai commencé une thèse sur la criminalité féminine. Et donc pendant ces 11 ans, j'ai pu rencontrer un certain nombre de femmes auteurs de violences sexuelles, avec deux spécificités qui ont été des auteurs, de femmes auteurs de violences sexuelles faisant partie de tout un groupe. Il y a eu un grand procès à Angers et un à Agen, où il y avait des histoires
ou d'amis avec des prêts de la mise d'enfants dans une sorte de prostitution domestique, pas dans une prostitution extérieure. Et puis à Agen, c'était une constellation familiale où les enfants étaient abusés par les oncles, les tantes et compagnie. J'ai pu voir aussi les protagonistes de l'affaire Doutreau, les protagonistes incarcérés de l'affaire Doutreau et qui ont été jugés coupables, pas ceux qui n'ont pas été jugés coupables. Donc les femmes que j'ai pu voir, et c'est pour ça que je vous ai laissé aussi un PowerPoint sur lequel on revient. Je reviendrai sur des notions, mais la majorité des femmes n'étaient pas là pour des jeux sexuels de détournement des jeux sexuels, comme on peut voir dans certains modes de perversion ou certains tels que le voyeurisme, l'exhibitionnisme, l'échangisme. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la question de la possession ou de l'humiliation de la personne, autrement dit, ce qu'on appelle ordinairement la question de l'abus. Du coup, vous semblez dire effectivement, dans ce que j'entends dans vos propos, que en fait, dans en tout cas les faits qui sont reprochés aux femmes en général, c'est pas tant visiblement ni le voyeurisme ni l'exhibition, mais plus quelque chose effectivement de l'ordre de l'agir, qui vient toucher directement l'enfant. Et vous disiez les enfants, en fait, je me posais la question, extra-familial, les deux, est-ce qu'il y a des spécificités là-dedans? Alors, il y a une spécificité qui rentre dans la typologie criminologique des femmes auteurs de violences sexuelles. Là, c'est un des paragraphes de mon PowerPoint que j'ai appelé « La femme auteure de violences sexuelles, un drôle de type », en jouant sur l'ambiguïté de un drôle de type. Le type étant masculin, grammaticalement, au sens où il y a une typologie qui tient compte de la femme et dont on va retrouver la femme auteure de violences sexuelles comme la femme auteure de violence, mais comme aussi l'inscription sociologique de la femme, dont pourra parler Colline Cardy et Véronique Legoisiou, qui parlera pour vous aussi, je crois, et que j'évoque aussi dans mon PowerPoint. Autrement dit, la femme est sur une position beaucoup plus domestique au niveau social, domestique au sens de la domus, ou l'oikos en Grèce, c'est-à-dire le domaine familial, mais c'est vraiment le domaine dans lequel il peut y avoir des familles recomposées, dans lequel il peut y avoir des cousins-cousines, etc. C'est-à-dire la sphère familiale, mais pas restreinte au papa, maman et les enfants, quoi. Donc la femme est plus dans un registre domestique, donc en fait, on la voit aussi beaucoup plus dans des œuvres de conjugalité, en tout cas accompagnée d'un homme. Généralement, on la pense sous influence et sous domination de l'homme, ce qui est pas forcément le cas, voire domination dans un cas, dominée dans un cas, mais initiatrice dans d'autres cas. Enfin, la conjugalité n'est jamais aussi simple que les images généralement que l'on voit, les représentations qu'on en a, les lieux communs qu'on en a, ne correspondent pas véritablement à ce que cliniquement nous rencontrons. Mais en tout cas, la femme étant dans un registre domestique, les typologies criminologiques vont aller la chercher là où socialement elle est attendue. Quand je rentre au centre pénitentiaire des femmes et que je rencontre des femmes, mon constat est les femmes causent beaucoup plus. Il y a un lieu commun dans lequel je participais peut-être déjà aussi, que j'étais plus prêt à entendre des femmes me parler de leur intimité que d'entendre des hommes me parler de leur intimité, surtout si c'était sur la question sexuelle. Et puis, j'évoque ça et puis je me souviens d'en avoir discuté avec une collègue qui travaillait à la prison de Nantes et qui me disait « Ah ben moi je vois des hommes, elles causent beaucoup moins avec mon collègue, il me cause beaucoup plus à moi. » Donc, je me suis dit, il faut peut-être que mes représentations sur la femme qui cause, qui se livre, etc., c'est peut-être pas aussi simple. D'autant qu'en rencontrant ces phénomènes groupaux d'Agen et de Doutreau ou de Angers, je me suis aperçu que ces femmes, il fallait, entre parenthèses, aller les chercher.
ça m'a amené, comme le disait Claude Ballier, psychiatre et psychanalyste, auteur des psychanalyses des comportements violents, d'aller au-devant de ces personnes et peut-être de faire un peu violence à une opposition un peu d'idéologie psychanalytique auquel je participais, qui était d'attendre que la parole se déploie. C'était d'aller chercher la parole. Et là, j'ai été très surpris de voir que, par rapport à votre question, on était dans une configuration que j'appelle épicène, c'est-à-dire commune aux deux genres. Voilà. Il y a un titre dans mon PowerPoint que j'appelle l'oxymore de la femme épicène. Oxymore qui veut dire contradiction. Pourquoi la femme épicène? Parce que malgré tout, même si la femme est un homme comme un autre, si je puis dire ainsi, elle a ses spécificités qui sont sociologiques, qui sont sociales, mais dont on est bien obligé de tenir compte, même si humainement, anthropologiquement, elle fonctionne humainement, donc comme un homme. Mais si c'est un peu comme si on comparait des cuisines entre le Queen Yaman breton et le cassoulet toulousain, puisque je suis breton et je travaille à Toulouse, eh bien ce sont des cuisines très différentes, mais elles ont de ça en commun que c'est de la cuisine et c'est de la transformation d'aliments. Donc on retrouve ça, quoi. Et on peut changer, les choses peuvent changer. Le beurre peut arriver dans la cuisine toulousaine et le magret de canard dans la cuisine bretonne. Le masculin et le féminin aussi s'interfèrent. On voit des métiers qui étaient jusque-là essentiellement masculins qui deviennent féminins. La parité faisant, on va, je pense, avoir des types criminologiques différents de ce qu'en 80 Matthews et Spetz ont pu nommer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important de voir ça, c'est-à-dire la clinique nous amène aussi à casser nos représentations, interroger nos lieux communs, c'est-à-dire des choses qu'on a déjà construites et qui nous servent de paire de lunettes et qui nous permettent de voir. On ne voit qu'avec une paire de lunettes. Donc il faut interroger comment on a construit notre paire de lunettes. Et la preuve, c'est que j'en ai. Donc voilà comment je suis arrivé sur la question de la criminalité féminine et d'accompagner une criminalité féminine qui, du fait même socialement, a fait que j'ai pu voir des choses différentes. Au début, c'était essentiellement des mères que j'imaginais sous la coupe d'un homme malsain, s'apercevoir que c'était des mères qui pouvaient être initiatrices et pas forcément dans une problématique malsaine au début, mais qui devient malsaine par la confusion, non pas des genres, mais la confusion des générations. Une femme qui a été violée par son père et qui a subi un viol de son père très très difficile, donc brutal, quand elle avait 9 ans, et quand sa fille a 9 ans, elle, qui trouve un conjoint, après avoir eu des conjoints brutaux, mais qui trouve un conjoint assez doux, et en fait qui amène sa fille de 9 ans dans le lit conjugal pour lui montrer que l'amour, ça peut être doux. Sans s'apercevoir que cette douceur est d'une agressivité terrible. Je fais la différence entre agressivité et violence, par exemple, parce que dans ces actes-là, il n'y a pas de violence au sens de décharge, de décharge émotive, de décharge de geste, mais il y a une agressivité dans la douceur. L'acte est doux. Du coup, vous dites finalement, chez la femme, les actes seraient plutôt du côté de l'agressivité, et donc j'entends sur quelque chose de plutôt scénarisé, un passage à l'acte imaginé, scénarisé, et moins impulsif de décharge. Oui. Donc quelque chose qui est peut-être plus insidieux. Alors ça peut être un scénario dans lesquels elles-mêmes sont dépendantes ou sont prises par le scénario qu'elles ont vécu, comme cette jeune femme dont je vous parlais. C'est-à-dire que le scénario n'est pas forcément conscient. Mais ce n'est pas une décharge de « je vois rouge » et... Non, il y a vraiment une configuration où c'est la question de la possession, généralement, il faut voir la possession aussi qui peut être sur un mode de protection. Quand vous êtes une mère hyper protectrice, sans qu'il y ait forcément de question sexuelle, une mère hyper protectrice possède l'enfant.
La première relation d'emprise, c'est la relation d'emprise maternelle et ensuite parentale, qui généralement amène à ce que l'enfant s'autonomise et devienne sa propre personne, et qu'on le laisse devenir sa propre personne. Il y a des parents qui ne laissent pas ça. Hein, souvent on parle de la relation d'emprise prédateur-proie ou prédateur-victime, mais la première relation d'emprise, et quoi qu'on fasse, c'est la relation maternelle, puisque de toute façon, la mère fait naître l'enfant, de façon génitale, hein, et ensuite l'accompagne, etc. L'enfant, il est complètement dépendant et sous l'emprise. L'emprise n'est pas forcément mauvaise, elle est mauvaise si elle perdure et si elle... Voilà. Et donc, on retrouve la question de l'hyperprotection, et lorsque vous avez affaire à un paranoïaque homme, vous pouvez avoir soit l'hyperprotection, soit que donc à ce moment-là, la personne vous persécute, soit la personne pense que vous le persécutez, et il vous rend responsable de la souffrance qu'il a. Dans les deux cas, c'est la question de la possession qui est en question. Et cette question de la possession ou de l'agressivité dont vous m'avez posé tout à l'heure la question, renvoie à la question de la génitalité, c'est-à-dire que dans le monde animal, en fait, le monde animal, un animal normalement n'est pas agressif. Un prédateur n'est pas agressif avec sa proie. Ça fait partie de la configuration. Un chat ou une souris, il va bouffer la souris. Par contre, un chat, au moment du rut, va se battre avec un autre chat. Ou un chat ou une chatte va se battre avec ses chats pour protéger ses petits chats. C'est-à-dire que la question de la génitalité amène à l'agressivité. Ce qui était intéressant aussi, c'est que la parole de la victime, à partir de 1981 et de Maître Badinter devenu garde des Sceaux, fait que la parole de la victime a été écoutée. Jusque-là, la victime se plaignait, portait plainte, mais c'est le ministère public qui portait la parole de la société par rapport à la notion d'infraction, par rapport à la notion de crime. La victime pouvant être écoutée, à ce moment-là, elle se raconte. Avant, elle se plaignait d'avoir subi tel ou tel acte. Quand elle commence à se raconter, elle raconte sa vie, et nous écoutons à ce moment-là des histoires avec des personnes qui ont déjà subi, en tant qu'enfants, des actes sur elles, des abus. De ce fait-là, on s'intéressera aux personnes qui les ont abusées, et on verra que dans les maltraitances, ce sont surtout des maltraitances familiales, et que dans les maltraitances familiales, eh bien aussi les mères aussi peuvent maltraiter comme les pères. Statistiquement, ça peut être très différent, mais on a déjà parlé du regard social, etc. Et c'est intéressant aussi de voir si ces personnes avaient une vulnérabilité pour être survictimisées, puisqu'on utilise ce terme-là. À l'inverse, les récidivistes, qui est de l'autre côté, eh bien, on peut aussi se poser la question, et pour avoir rencontré des auteurs, autant hommes que femmes, de se dire qu'elles n'agressent pas, puisque j'ai utilisé le terme agresser, n'agressent pas n'importe qui, n'importe comment, même si ce n'est pas conscient. Il y a une sorte d'écho de vulnérabilité, dans la mesure où l'auteur, le prédateur, la prédatrice, au sens où c'est utilisé, la prédateur-prédatrice, c'est celle qui prend. En fait, repère, consciemment ou inconsciemment, la faille. En tout cas, ça fait écho à sa propre problématique. Et c'est important de voir que ceux qui abusent ont peut-être été ou abusés, ou en tout cas sont dans une problématique d'abus eux-mêmes. Un peu comme j'évoquais tout à l'heure avec le paranoïaque, qui peut être en même temps persécuté et persécuteur. Là, c'est dans le sens où, pour que la faille fasse écho, il faut qu'il y ait une capacité à être reçue par l'auteur, qui à ce moment-là va agir sur cette personne. Ça amène à se poser la question de, est-ce que vous posiez tout à l'heure, généralement dans les configurations et les circonstances de la criminalité féminine, on va dire c'est plus réfléchi, c'est plus anticipé, etc. Oui, mais les personnes sont elles-mêmes prises dans leur propre histoire enfantine, dont elles n'arrivent pas à se sortir, et elles reproduisent sur elles-mêmes, quelquefois, par exemple par la toxicomanie, la prostitution, ou elles reproduisent sur l'autre.
Je disais que le paranoïaque tout à l'heure, ou est hyper protecteur, ou au contraire amène l'autre à avoir toute la responsabilité et à donner toute la responsabilité de ce qu'il vit à l'autre. Donc dans les deux côtés, il nie la question de la réciprocité de la responsabilité. Et bien là aussi, ces personnes peuvent agir sur elles-mêmes, consciemment ou inconsciemment, et d'autres agir sur l'autre. En fait, c'est la même problématique qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les conduites ordaliques, des conduites suicidaires. Ça peut être sur le corps et intérieur par la psychosomatique, où ça peut se donner sur l'autre dans l'agression, sur autrui, et notamment sur l'enfant, puisque la problématique de ces personnes, c'est la question de l'enfant. Et du coup, j'imagine que dans la prise en charge, là, il y a vraiment un axe à travailler sur leurs propres problématiques, vous dites infantiles et les abus. On est un peu dans une clinique du psychotrauma, j'entends, avec cette idée de répétition. On n'est pas loin de la clinique du psychotrauma. Je dis pas loin parce que je ne me considère pas comme un des porteurs de... C'est-à-dire, j'entends ça et je le travaille, mais il y a des personnes qui l'ont beaucoup mieux mise en configuration, mise en concept que moi. Donc, mais on est dans cette question-là, que ce soit avec des auteurs victimes, là je fais un aparté, mais ma clinique, dans le cadre des expertises, m'a amené dans le cadre contraint des expertises, justement, à faire surgir des choses que dans le cadre de la thérapie, je m'autorisais pas à faire surgir. Quand je les fais surgir, c'est avec l'accord, le consentement des victimes ou des auteurs. Mais oui, cette question-là est très généralement, d'ailleurs, là pour le coup la psychanalyse a raison, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas conscience, c'est à leur insu. Unbewusst en latin, en allemand, qu'on a traduit en inconscient, ça veut dire qui n'est pas su, qui n'est pas su consciemment. Et la difficulté, c'est que une fois qu'elles en prennent connaissance, la connaissance ne suffit pas pour le métamorphoser, pour le travailler, si je suis aristotélicien et que je vais dire que le passage à l'acte pour Aristote, c'est vous avez une pierre, le passage à l'acte, c'est de façonner la statue. Ça s'appelle energeia, énergie, qui sera traduit en latin par actus. Vous voyez, donc on est loin du passage à l'acte destructeur, c'est-à-dire que dans la mesure où ils ne savent pas comment ils sont passés à l'acte de façon destructive, la difficulté, c'est qu'ils auront une grande difficulté à passer à l'acte de façon créative. C'est-à-dire que, au moins ils sont, si vous voulez, comme avec beaucoup de gamins, c'est plus facile pour eux d'être, on dit toujours, il faut dire dans l'agir, dans l'acte, que d'être entre parenthèses dans la réflexion. Enfin, c'est un truc un peu intellectuel de penser comme ça, mais bon. Un gamin, le passage à l'acte, d'ailleurs, comme je suis un névrosé, comme par exemple obsessionnel, qui va vérifier 3 fois si le robinet est bien fermé, ça va être pour apaiser sa tension, apaiser son anxiété, son angoisse, etc. L'acte permet d'apaiser ça. La réflexion n'apaise pas. Elle apaise dans l'après-coup, mais il faut l'accompagner vers l'après-coup, qui est de dire tu reconnais ta faille, la reconnaissance en soi ne suffit pas pour que tu crées, que tu métamorphoses cette faille en quelque chose de créatif. En fait, ça peut être aussi douloureux, et il faut savoir l'accompagner. Donc ça vous oblige à être créatif, et d'autant plus avec les femmes. Et depuis tout à l'heure, j'entends en fait, c'est pas tant peut-être la femme qui rend mal à l'aise, mais est-ce que c'est pas la mère au final? Parce que là, on a deux figures qui s'entrecroisent. Et si on était dans ce rapport sexualité, génitalité dont je parlais, la femme serait la question de la sexualité, c'est-à-dire la partenaire. La paire, P-A-R-E. Alors c'est d'ailleurs intéressant parce que sexualis en latin veut dire ce qui est de l'ordre du féminin, donc de la femme. La sexualis, en fait, voulait dire la femme en latin. Alors que génitrix, c'était la mère. Celle qui, voilà. Et la question dont on a affaire très souvent, aussi bien en tant que victime, donc en tant qu'enfant, subissant la question de l'autorité et de la parentalité,
ou de l'autorité de quelqu'un qui peut être en position paternelle ou maternelle, socialement sans l'être génitalement. Par exemple, un curé, un prof, c'est un père, P-E-R-E. Donc, on pourrait dire, ah ben un curé, c'est un pédophile extrafamilial. Si on pense anthropologiquement le rapport adulte-enfant, parent-enfant, celui qui est en position de parent social, c'est un père incestueux. La femme ou la mère, oui, généralement les personnes, soit victimes, que j'ai vues, c'est en tant qu'enfant, soit auteurs, donc d'infraction, sont sur une position de génitalité, au sens, mais inverse, de parents. Mais d'un parent qui a hérité, de par son enfance, une position parentale qu'elle ne peut pas adopter. Parce que ses parents ne lui ont pas transmis cette position de parentalité, ou ils lui ont au contraire transmis de l'abus comme forme de parentalité, et elles reproduisent cet abus. Voilà un petit peu, mais donc comment ça se travaille, ça prend du temps, et je pense que ce sont mes patientes ou mes patients qui m'ont appris la clinique et qui m'ont appris la clinique thérapeutique, et c'est eux qui continuent à m'apprendre. C'est-à-dire que je suis pas en mesure de dire, ben voilà, moi j'ai un protocole. Par contre, de penser anthropologiquement ou épistémologiquement, comme je dis, de penser l'organe qui crée la fonction, c'est quoi l'outil qui permet de devenir agresseur? Ce n'est pas le sexe, puisque dans les violences sexuelles, il n'y a pas que le pénis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on s'intéresse à l'outil, l'organe, qui va créer le fonctionnement, soit créatif, soit destructeur.